o personalitate de tale mondială, filozof, politolog, sociolog, o persoană care este mereu prezentă în Republica Moldova cu astfel de ocazii. Merci. Mesdames et messieurs, Monsieur le Président, je vais parler français, si vous me permettez, par trois raisons. Parce que, comme a dit Monsieur Rejoin, c'est la langue de la liberté. Je respecte la liberté et l'indépendance plus que tous les autres. Parce que votre président de la République de Moldova maîtrise parfaitement cette langue et parce qu'il est plus proche à la langue romanienne, moldavienne, que je ne maîtrise hélas pas. Mais je vous promets de commencer à étudier parce que je suis... j'aime énormément la culture et la philosophie de la Roumanie, de Moldova. Je suis vraiment... Je suis fasciné par les philosophes, grands philosophes romains comme Mircea Eliade, Lucian Blaga, et j'ai étudié des autres. Et pour moi, c'est vraiment un plaisir d'être présent ici, dans la terre sacrée de l'intellectualisme de l'Europe orientale romaine, qui est en quelque sorte avant-garde de la pensée européenne. Non seulement est-européen, européen en tant que tel. Donc, je suis vraiment impressionné par la qualité et la quantité des intellectuels qui sont présents ici, qui sont venus de l'Angleterre, de la France, de l'Allemagne, de la Bulgarie, de la Belgique, de la Grèce, de la Suède, de la Suisse, de la Roumanie, de la Bulgarie et de Tchad. Donc, c'est vraiment impressionnant que tellement des intellectuels sont venus ici pour parler de l'alternative au capitalisme financier. Donc, c'est le signe que quelque chose ne vient pas bien. Il y a quelques problèmes. J'ai récemment participé dans le colloque de la conférence en Amsterdam avec Bernard-Henri Lévy, organisé par les libéraux, par les globalistes même des États-Unis, de l'Europe, et tout le monde était d'accord que quelque chose va mal. Quelque chose n'est pas normal avec le capitalisme, que le capitalisme globaliste et financier est malade. Tout le monde était d'accord avec ça. Donc, même nos ennemis reconnaissent ce tas de choses, ce qu'on le fait. Donc, on a toutes les raisons de parler de l'alternative par rapport à ce système. Contrairement à mon ami Chris Paul, je ne suis pas le partisan du capitalisme. Et je ne pense pas que nous assistons à la catastrophe du capitalisme. Je crois que le capitalisme est la catastrophe. Et donc, je pense qu'il faut trouver les moyens, les chemins d'en sortir, mais d'en sortir d'une manière digne, sans tomber dans le même impasse comme le communisme totalitaire, qui n'est pas réussi. Donc, on doit penser autrement, mais on doit chercher en même temps les raisons de cette catastrophe, parce que sans comprendre les raisons de la catastrophe, on ne peut pas en sortir. Je crois que, tout d'abord, il faut penser comment le capitalisme s'était introduit. Selon mon opinion, j'ai fait les études, j'ai écrit certains livres là-dessus, par exemple la fin de l'économie, End of Economy. C'était un des plusieurs livres écrits un peu sur le sujet. Mais ce qui est très important, c'est analyser comment un capitalisme était introduit
dans la société. Et selon moi, c'était grâce à Brisman, après de briser la figure du travailleur intégral. Et c'est très important, parce que c'était précisément aux origines du capitalisme. La fin du capitalisme pourra venir si nous pourrons surpasser, si nous pouvons vaincre cet brisement, cette split, Spaltung de la personne de travailleur intégral. Qu'est-ce que c'est le travailleur intégral? Ce n'est pas l'individu économique, c'est la personne économique. Travailleur intégral, c'est quelque chose de social et public. Il n'est jamais seul. Il est intégré dans la famille, dans la communauté concrète des producteurs et des consommateurs. Et c'est très important, ces trois définitions de qu'est-ce que c'est travailleur intégral, comme la personne économique, personne, non pas individu. C'est, premièrement, c'est celui qui unit en soi-même le producteur et le consommateur. Donc, on n'a pas ni la société de la production, ni la société de la consommation. On a la société intégrale qui consomme ce qu'elle produit et qui est engagée dans l'acte de produire et consommer dans quelque chose de sacré. Parce que la production, c'est le service, ce n'est pas seulement quelque chose destiné à être consommé. La production et consommation sont deux actes de la nature humaine sacrée. On doit comprendre production et consommation d'un point de vue anthropologique et humaniste, je voudrais dire. Parce qu'il s'agit de l'homme et non pas de certains aspects isolés de l'homme intégral, de l'homme qui produit et qui consomme, et c'est là, il fait non pour survivre comme l'animal, parce que l'homme n'est pas animal. L'homme, c'est la conscience, c'est l'esprit. Et donc, tout ce que fait l'homme, en produisant, en consommant, c'est l'acte spirituel. C'est l'acte philosophique, parce que c'est l'attitude par rapport au monde. En produisant, en consommant, l'on construit le monde concret. C'est la première chose, être une communauté qui produit et consomme ce qu'il produit. Second point, de travailleur intégral, c'était l'idée d'avoir la propriété des moyens de la production. Nous savons, grâce à Marx, ce que l'idée, ce que le capitalisme vient avec aliénation des moyens de production, et c'est le centre d'exploitation. Si on redonne, si on retourne les moyens de la production à travailleur intégral, on est libre, on est autosuffisant. C'est très important d'avoir la propriété sur les moyens de la production qui assure la souveraineté à travailleur intégral. Et troisième chose, ce qui définit le travailleur intégral ne vit pas seul, il vit dans la communauté. Donc, le travail, c'est l'acte sacré qui unit, c'est en même temps la communication, la langue. En se vivant dans la communauté organique, l'homme travailleur intégral est impliqué dans la communauté. Et il n'est pas distingué de cette communauté, il fait partie de cette communauté qui représente pour lui l'espace naturel et organique. Donc, le capitalisme détruit tout ça. Le capitalisme est venu pour séparer le producteur du consommateur et créer le secteur de la production et le secteur de la consommation séparés.
donc brisé. Le capitalisme a brisé cette balance très importante. Le capitalisme s'est approprié des moyens de la production et aliéné les moyens de la production, donc en privant l'homme, le travailleur intégral de cette autosuffisance. Et le capitalisme s'est séparé l'individu de la personne. Donc il a introduit l'autre acteur, l'autre actant individu, comme le concept qui se trouve au centre de la philosophie bourgeoise du capitalisme. Et donc, peu à peu, si on comprend le capitalisme comme phénomène historique, on voit que la catastrophe que nous assistons aujourd'hui, c'est la fin de la route, ce n'est pas le commencement, c'est quelque chose, c'est l'achèvement logique de ce processus. Si on s'engageait dans ce chemin, on arrive à la fin bien prévue. Quand on remplaçait premièrement la population de souche par les immigrés, et après les immigrés avec le reste de la population de tous par les robots. Donc, l'intelligence artificielle, c'est en quelque sorte l'individualisme dans l'état plus avancé, quand au lieu de l'individu, il y a des vidus, des vidos, quelque chose qu'on peut décomposer et recomposer de nouveau. La machine immortelle, et les post-humanistes nous veulent séduire par cette immortalité mécanique. Si nous devons sacrifier notre mort qui nous fait les êtres mortels, comme Heidegger disait, être là au Dasein, notre présence existentielle existe vis-à-vis de la mort. Si on n'est plus mortel, on n'est plus homme. L'homme, être mortel, c'est protoi en Grèce. C'est la même chose. Et donc, en nous séduisant par l'immortalité, on nous prive de la qualité d'être homme. C'est précisément la fin, l'aboutissement du chemin historique du capitalisme. Donc, si nous voulons dépasser cette catastrophe, nous devons restaurer la figure des travailleurs intégral. Nous devons se concentrer sur la communauté des producteurs-consommateurs indépendants et redonner la souveraineté économique à la communauté concrète, organique et enracinée. Seulement dans ce cas, dans cette situation, nous pouvons éviter ce que les globalistes pensent d'être le destin universel. Parce qu'ils progressent, ils veulent peut-être améliorer leur situation, éviter les pires conséquences, mais ils ne critiquent pas leur système. C'est nous que nous devons faire ça. Et si on applique cette idée de la communauté souveraine, le concept de la travailleur intégral, ou de la personne économique, c'est la salvation, c'est aussi solution pour Moldavie, pour l'Eurasie, pour l'Europe, parce que si on garantit la souveraineté économique à Moldavie, si on restaure la dignité des travailleurs intégrales au peuple de la Moldavie, personne ne voudrait pas quitter le pays. Tout le monde se retournera. Toute la diaspora moldavienne qui vit dans les conditions assez déplorables en Europe et même en Russie, qui est un peu plus riche, un peu plus, mais tout le monde se reviendra à la patrie. La même chose, la situation, si on applique le même modèle à l'Europe, donc il n'y aura plus la question de l'immigration. Les gens qui veulent accepter cette situation, intégrer dans les communautés européennes, bienvenue. Mais ce qu'ils viennent seulement respecter
la culture, la civilisation européenne, elle n'a rien à voir à l'Europe, parce que c'est le capitalisme qui les pousse par la logique aliénée mécanique d'aller s'installer en Europe sans accepter les valeurs et la culture et l'identité européenne. Donc, je crois que demain, au cours de nos tables rondes, continuant notre conférence, j'aurai l'occasion d'expliquer plus comment je vois le processus de la restauration de la figure, de Gestalt, de le travailleur intégral, comment ce brisement, cette séparation a affecté les autres classes de la société, non seulement les travailleurs, mais aussi les guerriers et les prêtres, dans le modèle de Georges de Mézières, et comment doit se présenter cette alternative par rapport à la situation actuelle des choses. Mais je voudrais seulement attirer votre attention sur ce qu'on ne peut pas sauver l'humanité abîmée. Nous ne pouvons pas améliorer les situations par les adjustments purement techniques. Nous devons repenser l'histoire, nous devons repenser la société, nous devons repenser qu'est-ce que c'est l'homme. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas, disons, le profit, ce n'est pas les moyens de la production, ce n'est pas la société de la consommation, c'était l'homme et la nature humaine qui se trouvent au centre du débat. Ce qui rend notre conférence très importante et même historique, parce que c'est l'homme et son destin que se trouve au centre du problème. Merci. Cher monsieur professeur Alexandre Dugin, merci pour votre intervention exceptionnelle. Merci parce que j'ai discuté quand vous parlez avec notre ami Chris. Il est d'accord presque totalement avec vous.